Alors, je m'appelle Sabine Vespizer, bonjour à tous. J'ai créé il y a presque 20 ans une maison qui porte mon nom, qui s'appelle Sabine Vespizer Éditeur, qui est une maison de littérature générale, qui publie de la fiction essentiellement française, en langue française, c'est-à-dire pas uniquement du français qui s'écrit en France, mais aussi du français qui s'écrit en Haïti, en Belgique, en Mauritanie, au Liban, dans d'autres lieux du monde, et de la littérature traduite aussi, parce que je considère que c'est très important, et je publie notamment pas mal d'auteurs irlandais, dont la grande Edna O'Brien, par exemple. Voilà, cette maison publie 10 livres par an, donc très peu, est très attachée à une politique d'auteur, c'est-à-dire j'ai très peu de place pour de nouveaux arrivants, dans la mesure où je suis de très près le chemin d'écriture et de création des écrivains que j'accompagne, et que au moment où ils terminent un texte, je m'arrange toujours pour leur trouver une place dans l'année éditoriale qui suit. Il est hors de question d'engranger des textes, de faire une espèce de roulet d'étranglement pour ensuite trop publier. L'idée de publier 10 livres par an, mais très chère et précieuse, parce que ça permet aussi de créer un lien de fidélité, de confiance avec les principaux prescripteurs qui, pour les éditeurs, sont les libraires et les journalistes, c'est-à-dire ceux sur qui on s'appuie pour que nos textes soient connus et parviennent à l'oreille et bien entendu entre les mains des lecteurs. J'avais l'ambition particulière de publier moins que ne publiaient au moment où je suis partie les éditions Actes Sud, et donc de publier mieux, je veux dire par là, sur un plan personnel, moi, de mieux me placer sur la chaîne du livre, à la fois en tant qu'éditrice. Les Anglais ont 2 mots, c'est plus facile, ils ont éditeur, qui est la personne responsable du texte, qui choisit à la fois le texte qu'il décide de publier, et qui travaille avec l'auteur. Et ils ont publisher, qui est le chef de maison, c'est-à-dire celui qui coordonne toutes les tâches nécessaires pour qu'un manuscrit, un tas de feuillets reliés de manière quelconque, ce qui est la définition du manuscrit, devienne un livre. Il faut mettre en branle toutes sortes de métiers. Un métier de fabrication, un métier commercial, un métier juridique, un métier de presse, on en a parlé, et puis évidemment un métier éditorial, graphique, enfin tout ce qui fait qu'un manuscrit devienne un objet livre que vous pouvez avoir entre vos mains. Et moi, j'avais, au moment où j'en étais dans ma vie d'éditrice il y a 20 ans, l'envie de me recentrer sur quelques textes qui me paraissaient extrêmement importants et intéressants, plutôt que d'en publier beaucoup, parfois trop, et d'avoir le sentiment, une fois que j'avais signé le bon à tirer, c'est-à-dire envoyé le fichier chez l'imprimeur, de ne plus avoir le temps d'accompagner ces livres en librairie, de savoir quel était leur destin et de savoir comment évoluaient les auteurs d'une certaine manière. Donc, je suis tout à fait heureuse de la manière dont j'ai pu mettre en musique ce projet tel que je l'avais rêvé, et je n'ai pas l'intention de publier plus aujourd'hui, et ce rythme me convient, et ce type d'activité me convient. C'est-à-dire, je reste absolument, mon premier métier, c'est vraiment d'être éditrice, de travailler sur le texte, de travailler la matière vive de la littérature, mais j'ai agrégé à ce premier métier toutes sortes d'autres métiers qui me permettent de défendre au mieux avec mon équipe. Nous sommes 4 au bureau, donc j'ai 3 salariés, de défendre au mieux les textes que je choisis de publier. En lisant, je crois que la seule formation valable pour un éditeur de littérature, c'est de lire le plus possible. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire à des gens à la fois qui veulent devenir éditeurs et qui rêvent de publier une œuvre. Je crois que la lecture, c'est le meilleur, le texte est le meilleur lieu d'apprentissage de cet instrument qui nous est commun, qui est commun aux écrivains, surtout c'est eux qui le manient en virtuose, qui est la langue. On n'imagine pas un musicien qui ne sache pas écrire la musique, on n'imagine pas un peintre qui ne sache pas se servir d'une palette ou d'une palette graphique
peu importe, qui n'est pas un sens des couleurs et de l'harmonie des couleurs. Donc la langue, la littérature, la lecture, c'est très important. Après, bien entendu, éditeur est un métier qui requiert des savoir-faire, qui s'apprennent dans des écoles éventuellement. Il y a de plus en plus de formations d'édition où on gagne du temps sur ces métiers techniques, qui est la maîtrise de la chaîne du livre, la chaîne de la distribution, la loi un peu spécifique qui est la loi sur le prix unique du livre, qui régit le commerce des livres en France et qui est une loi de l'égalité des chances et qui en effet permet d'avoir cette exception culturelle en France. Ça, c'est bien d'en avoir entendu parler avant, de savoir ce que c'est que la différence entre un diffuseur et un distributeur. Voilà. Maintenant, spécifiquement le métier d'éditeur, c'est vraiment en lisant, et j'ai beaucoup évolué moi dans mon métier depuis que j'ai commencé à le faire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à être assistante chez Actes Sud et puis éditrice, j'avais une espèce de naïve conviction que l'éditeur était là pour dire à l'auteur que oui, son texte était formidable, mais qu'il fallait peut-être changer tel chapitre, remplacer tel personnage par un autre. Enfin, j'avais une espèce de conception préconçue et un peu fantasmatique qui était de l'éditeur, celle de l'éditeur des Murges, et je ne comprenais pas très bien à l'époque ce que disaient les grands éditeurs que j'admirais déjà beaucoup, Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, Christian Bourgois, en disant, ou Paul Tchaikovsky-Laurence, un texte ça se prend ou ça se laisse. Et maintenant, j'en suis là, un texte ça se prend ou ça se laisse. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire que je n'interviens pas du tout, mais que si un écrivain n'est pas capable de maîtriser sa phrase, son paragraphe, son chapitre et sa structure globale, je pense que ce n'est pas un écrivain. Je pense que c'est vraiment dans l'objet, dans la forme produit vraiment du sens, et le texte que reçoit l'éditeur est, de mon point de vue, une œuvre d'art, quelque chose à quoi on ne touche pas. Ou alors, évidemment, quand on voit des erreurs factuelles, on les rétablit. Évidemment, quand la confiance s'installe avec un écrivain et que le lien s'établit au fil des années, que l'éditeur que je suis devient une sorte de lecteur en feuilleton, parce que je sais à peu près où en sont tous les auteurs que j'accompagne sur ce long chemin de l'écriture. Évidemment, là, je donne un avis, enfin, ou je donne un sentiment, ou je réoriente peut-être, enfin. Pour donner un exemple, j'accompagne depuis 30 ans maintenant Michel Lèbre dans son écriture, et Michel a toujours écrit à la première personne. Une première personne qui est une première personne de narratrice, qui n'est pas elle, qui est un peu elle, enfin voilà, le trouble que peut jeter la première personne. Et il y a 5 ou 6 livres, elle m'envoie un texte sans rien me dire, et elle avait écrit à la troisième personne. Et elle avait des doutes, c'est pour ça qu'elle me l'a envoyé. Et on a convenu d'un commun accord que ça ne sonnait pas juste. Voilà, le type d'intervention que je peux me permettre aujourd'hui, mais ce serait plus une intervention très en amont dans le processus de l'écriture. Désormais, quand je reçois un texte, c'est arrivé récemment pour le premier roman de Dima Abdallah, Mauvaise herbe, que j'ai publié en septembre dernier, je peux dire des choses. Je peux dire qu'à mon avis, c'est peut-être trop long. Enfin, exercer en tout cas tenter d'exercer le métier qu'avaient les producteurs en disant Final Cut. Enfin, là, je pense qu'il faut peut-être, il faut peut-être être un peu plus loin de vous, un peu moins loin de votre expérience biographique, de manière à rendre le texte plus universel. Mais si l'auteur ne l'écoute pas, c'est son texte, et je publierai quand même. Voilà. Donc, plus j'avance dans ce métier, moins je suis interventionniste et plus je suis exigeante sur la forme des textes que j'accueille. C'est-à-dire que j'ai pas besoin qu'on me raconte de belles histoires. Ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, c'est que l'instrument, la langue, soit manié avec émotion, avec virtuosité, avec talent, et produise du sens. Je n'ai pas besoin non plus que cette langue soit simplement le reflet d'un art pour l'art, donc je ne publierai jamais de la littérature strictement expérimentale, parce que c'est pas le lieu où je me sens à l'aise, mais je suis moi dans
dans cette forme très classique. Enfin, j'ai commencé ma vie professionnelle en enseignant les lettres classiques, qui est voilà la forme et le fond d'une certaine manière. Et vraiment un roman, un texte, c'est vraiment avant tout une forme. Je peux éventuellement, avec tendresse et ironie, offrir un Grévis ou un dictionnaire à un auteur. Ça peut m'arriver, mais non, je crois qu'il n'y a pas de méthode, pardon, hein, pour le lieu où vous exercez, mais je crois que la meilleure manière d'apprendre à écrire, c'est vraiment de lire. Donc je peux éventuellement, oui, orienté. C'est arrivé récemment. Je discutais avec Marie Richeux, dont je publie à la rentrée prochaine un nouveau livre qui s'appelle Sage-femme. Et Marie Richeux est quelqu'un qui travaille beaucoup une forme de littérature comme une quête. Si vous avez lu Climat de France, son précédent livre, elle recueille des matériaux, elle les met en résonance et elle en fait émerger une figure. Et elle travaillait ce matériau d'une lignée féminine et d'une lignée féminine de jeunes femmes qui ont eu des enfants seules dans la vie depuis le 19e siècle et qui étaient tisserandes. Et elle travaillait cette enquête et à un moment donné, elle avait un matériau absolument pléthorique. Et je lui ai dit, Marie, ce serait pas mal que tu relises Daniel Mendelssohn, qu'elle avait lu, qu'elle cite dans son livre Les Disparus ou l'Odyssée, dans laquelle la méthode de travail est vraiment celle-là, est vraiment une enquête. Voilà. Donc un texte que je reçois peut éventuellement évoquer chez moi une forme parfaitement réussie dans ce genre-là, et je peux éventuellement dire à l'auteur qui y avait déjà pensé elle-même, puisqu'elle le citait déjà dans son propre livre, de retourner à cette forme-là. Voilà, c'est plutôt ça. Vincent Borel va publier en octobre un livre sur Saint-Saëns, et à un moment donné, il a eu besoin de relire Proust, Sodome et Gomorrhe, voilà, pour se replonger dans le Paris de ces années-là. Voilà, c'est plutôt de cet ordre-là que strictement des manuels. Enfin, voilà, c'est plus souple, à la fois moins intrusif et ça participe aussi de l'idée que pour moi l'édition est un exercice d'admiration. C'est-à-dire quand j'ai déjà accueilli un auteur dans mon catalogue, je ne me permettrai pas de lui dire de retourner à l'école. Peut-être je peux lui dire que un manuel de typographie, ce serait tellement sympathique de faire des tirets moyens plutôt que de faire des traits d'union pour le tiret de dialogue. Mais là, c'est de la petite technique. Enfin, c'est plutôt drôle. Et puis, si les tirets de dialogue sont des traits d'union, on les remplace. C'est pas très grave non plus. C'est pas le plus important. C'est très difficile de répondre à ça, c'est-à-dire de même qu'il est très difficile pour un éditeur de littérature qui fonctionne vraiment sur des coups de cœur de donner une définition de son propre catalogue qui d'une certaine manière est un portrait chinois. Voilà, donc c'est très difficile de faire son autoportrait. Les critères, c'est la qualité de l'écriture. Alors moi, je peux publier des textes d'une facture très différente. Je peux publier, j'ai parlé de Vincent Borel, qui est plutôt un écrivain épique, lyrique, avec une phrase très ample, ou Louis-Philippe d'Alembert. Je peux publier aussi des petites formes, des formes de musique de chambre. J'ai parlé de Michel Lèbre, je peux parler de Jean Materne, par exemple, d'auteurs qui, eux, sont beaucoup plus dans une littérature, non pas de l'intime, mais dans une phrase beaucoup moins polyphonique et dans une forme beaucoup moins déployée, si vous voulez, beaucoup moins narrative. Après, chaque écrivain a aussi le biotope de ses lectures, enfin de ses origines de lecteur. Enfin, je parle de Louis-Philippe d'Alembert. Louis-Philippe, il est haïtien, il a grandi à Port-au-Prince, il a grandi avec le boom latino-américain, c'est un grand lecteur de Garcia Marquez et du réalisme magique, et ça se sent quand on le lit, bien évidemment. Donc, Dima Abdallah, dont j'ai parlé, qui est donc libanaise, elle a grandi aussi avec le son de la mélopée arabe. Et on le sent aussi dans sa manière, qui est une manière répétitive. Après, moi, ce qui m'importe, c'est la cohérence interne d'un texte. J'ai pas du tout un œil de rouleau compresseur, un œil lisseur, si vous voulez. J'ai au contraire un œil à la recherche des aspérités, des singularités, et rien ne m'intéresse autant qu'un texte qui ne ressemble à rien d'autre, en fait. Bien, je peux répondre par la négative à votre question en disant ce que je ne prendrai jamais, ce sont des clones.
C'est ça qui me désespère, et qui me désespère dans le marché de l'édition, qui est un marché de l'édition, c'est un marché qui est évidemment devenu industriel, puisque le livre est une industrie, et tant mieux, et je joue aussi avec cet aspect industriel-là, puisque j'ai une distribution nationale et que j'ai une maison petite qui joue dans la cour des grands. Mais le travers de l'industrie, c'est évidemment quand un yaourt marche, d'y mettre immédiatement un yaourt au même goût, un tout petit peu moins cher et qui marchera encore mieux. Et c'est un peu le problème aussi, enfin, de ces gens qui cherchent des livres comme des reproductions de succès, si vous voulez, qui s'intéressent beaucoup plus à l'offre et à la demande qu'à la source, qu'à l'offre. Moi, je me place résolument du côté, enfin, mon curseur est très près de la création, beaucoup plus près de la création que du goût du public ou que de la demande, pour le dire comme ça. Oui, je crois que, enfin, c'est une fidélité réciproque de toute manière. Hein, quand on est bien ensemble, on y reste. Mais quand on arrive à continuer à avancer ensemble, à se frayer un chemin d'exigence, c'est satisfaisant pour tout le monde, bien évidemment. Et c'est ce chemin-là qu'on trace ensemble dans un monde. Donc on le trace sur le long terme, dans un monde où le long terme est un peu devenu contre-intuitif, si vous voulez, où tout va vite, où on produit vite, où les livres se périment vite, etc. Là, ce que j'essaie de faire, et je ne suis pas du tout la seule, on est nombreux dans les petites et dans les grandes maisons, il y a des très belles collections aussi, à être des éditeurs qui ont la conscience absolue que leur allié principal est le temps. Le temps, c'est le temps pour une œuvre de se déployer. C'est aussi le temps d'un livre moins bon. Ça existe. C'est-à-dire qu'un auteur peut aussi avoir un petit coup de mou, pour le dire de manière triviale, dans une œuvre, avoir envie d'essayer quelque chose qui n'est pas vraiment sa manière. Mais c'est aussi le travail de l'éditeur que de l'accompagner, de voir, de le pousser dans ses retranchements et d'essayer. Bon, on peut pas faire ça sur tous les livres parce que il y a une réalité économique qui fait que, voilà, on est aussi obligé, moi je suis aussi obligée d'être tout le temps sur cette ligne de crête qui est entre l'économique et la création, si vous voulez, entre l'art et l'argent. Mais il n'empêche que le long terme, vraiment, permet à un travail de se déployer. Et c'est idiot à dire, c'est la vieille prof qui ressort, mais on progresse en vieillissant. C'est-à-dire que l'usage de la langue, la dextérité, la vélocité, elle s'acquiert aussi avec le temps, bien évidemment. Et le temps, c'est du travail, je l'ai dit, c'est de la lecture, mais c'est aussi des gammes, toujours, bien sûr. Et rien n'est plus réjouissant qu'une phrase réussie. Qui est, évidemment, c'est une approche totalement différente parce que moi, quand je reçois un manuscrit en langue étrangère, les deux langues étrangères que je lis suffisamment pour pouvoir déterminer un choix, c'est l'anglais et c'est l'allemand. Évidemment, je n'ai pas les subtilités que je peux bien sûr déceler sur le français et surtout, je ne ferai pas travailler l'auteur. Moi, ce sur quoi la matière sur laquelle je travaille, c'est sur la traduction. Donc c'est autre chose. C'est aussi un texte de création. Hein. Un grand traducteur est un écrivain. Enfin, voilà. À Lyon, j'ai eu l'occasion de la revoir hier. Habite Jacqueline Audin, qui est l'excellente traductrice de Claire Keegan. Elle fait un vrai travail magnifique, à la fois très fidèle et à la fois de recréation de la phrase de Claire. Claire Keegan étant celle qui dit qu'un écrivain est celui qui maîtrise sa phrase, son paragraphe, sa structure, et qui est quelqu'un qui excelle dans l'art de la connotation, de la suggestion, qui n'explique jamais rien. Donc Jacqueline accompagne ce travail en plaquant évidemment sa phrase française sur la phrase anglaise, irlandaise de Claire. Donc voilà, après, dans des pays où il y a une tradition de l'édition, ce qui est vraiment le cas de la France, hein, il y a une riche tradition que tout le monde connaît, il y a un vrai savoir-faire du métier d'éditeur. Dans des pays différents où le marché de l'édition est plus récent ou plus globalisé, par exemple, souvent on reçoit des textes dont on se dit que l'éditeur aurait pu faire le travail. Les répétitions sont pas pointées, les incohérences sont pas pointées, c'est un peu bavard, etc. Et souvent, paradoxalement, c'est le traducteur qui fait ce travail.
Donc c'est assez intéressant. Et il y a aussi ces pays très petits avec des toutes petites communautés linguistiques. Je pense par exemple à la Turquie, dont j'ai publié un auteur, et où l'auteur est à la fois un universitaire de renom, un écrivain reconnu, un éditeur. Enfin voilà, avec cette spécificité des petits mondes, personne n'ose rien lui dire. Et lui n'a qu'une envie, c'est qu'on lui dise quelque chose, mais personne n'ose rien lui dire. Donc son livre paraît avec les imperfections. Et quand l'éditeur français lui dit quand même, écoutez là, qu'est-ce que vous en pensez, il y a, etc. Il est hyper content. Mais parce que, à un moment donné, l'état du marché du livre dans certains pays fait que le travail n'est pas fait. Alors ça, c'est le cas des petits pays. Après, vous avez à l'autre extrémité du spectre, vous avez les pays extrêmement libéraux, et notamment les États-Unis, où finalement l'édition sans éditeur est devenue une réalité. Hein, le fameux livre de André Chiffrine que vous connaissez, je vois que vous opinez du bonnet, qui est une absolue réalité dans le monde anglo-saxon, où à force de concentration, les grandes entreprises ont évidemment supprimé les postes inutiles. C'est d'abord les correcteurs et ensuite les éditeurs. À quoi servent ces types qui lisent toute la journée et qui boivent des cafés avec les auteurs? Donc on garde des services de marketing, c'est tellement mieux. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une autre profession qui a émergé aux États-Unis, c'est la profession d'agent. Et là, les agents littéraires aux États-Unis sont des éditeurs at large, d'une certaine manière. C'est eux qui font le boulot sur le texte. Parce qu'un interlocuteur, un écrivain, on a toujours besoin. La solitude face à son texte est une réalité et c'est très très difficile. Et donc, effectivement, l'avantage pour les impétrants, les jeunes auteurs, etc., et pour nous, éditeurs, c'est très bien qu'il y ait des ateliers d'écriture, de fiction, qui se mettent en place avec un niveau d'exigence suffisant pour au moins qu'ils n'aillent pas de déconvenus, ces jeunes impétrants écrivains, de déconvenus en déconvenus, en réalisant que entre le moment où ils sont seuls dans leur chambre et ils sont convaincus d'avoir écrit un chef-d'œuvre et le moment où ils vont recevoir 25 lettres de refus, il s'est passé un truc qu'ils n'ont pas compris. Donc, c'est plutôt pas mal de leur expliquer. C'est quand je trouve qu'ils sont mauvais, je ne m'y appesantis pas. Ça veut dire qu'ils sont mauvais, du coup. Alors, mauvais, ça va vite. Alors, je sais que il y a des textes que je ne saurais pas défendre. Bon, voilà. Des univers, des types d'écriture trop expérimentales, trop explicatives, moi qui m'ennuie, et donc je vais pas faire l'effort. Après, mauvais, c'est mal écrit. Enfin, mauvais, c'est juste mal écrit. Enfin, c'est aucune maîtrise de la langue. C'est juste ça. Mais ça, pour moi, c'est même pas un manuscrit éligible, si vous voulez. Moi, je considère que si on a quelque chose l'ardente nécessité d'exprimer quelque chose, on fait l'effort d'acquérir l'instrument. C'est pas très dur quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas des années de solfège. Hein. Voilà, il suffit de lire un peu et de s'y mettre. Je leur conseillerais de lire, toujours. Voilà, enfin de maîtriser l'outil, c'est vraiment la seule chose, mais vraiment de lire beaucoup et puis de ne pas écrire parce qu'on trouve que c'est plus commode que d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre hein, ou un psychanalyste, hein, si vous voulez. C'est-à-dire d'écrire avec le sentiment de faire œuvre, c'est-à-dire de faire catalyseur d'émotions aussi. C'est quand même ça une œuvre d'art, c'est quelque chose qui vous bouleverse, vous en tant que lectrice, vous en tant que lecteur, moi en tant que lectrice, même si je ne partage rien de l'expérience qui est évoquée dans le livre. Voilà, je viens de lire le très beau nouveau livre de Maëlys de Kerangal, Canoë, que je vous recommande. Il y a quelque chose de somptueusement universel dans son texte, dans la fragilité des histoires racontées, dans quelques détails, dans une manière dont une phrase cristallise une image qui est juste magnifique. Voilà, donc et ça, c'est vraiment la magie de la création.